avait sur la question de l'autogestion, on est souvent intervenu en tant que CSPCL, Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Et on a en général souvent mis en avant les expériences, l'expérience d'autonomie dans les différents caracoles au Chiapas et donc développée par les zapatistes. Mais si on reprend un peu donc cette histoire de soulèvement, il y a beaucoup de choses, l'histoire des zapatistes, le processus, ça renvoie à beaucoup de choses qui ont été dites, la question du temps, le fait qu'il n'y ait pas de théorie, et la présence des femmes comme peut-être aussi quelque chose de nouveau aujourd'hui et peut-être une autre façon de regarder le monde, puisque quand les zapatistes se sont soulevés, ils disaient la première chose, c'est qu'il va falloir changer de mentalité, être capable de regarder autrement le pouvoir, de se relationner les uns et les autres différemment, de regarder aussi donc les indigènes différemment, puisque les zapatistes sont avant tout des paysans indigènes, sachant que le sous-commandant Marcos, aujourd'hui sous-commandant Galeano, est le seul métis de cette organisation. L'idée, c'était aussi de pouvoir avoir un autre regard sur les différences, sur les uns et les autres, et de pouvoir construire un autre monde. Donc effectivement, en 94, quand ils se sont soulevés en disant il y a une alternative au capitalisme, c'est pas le socialisme, mais on n'a pas la solution, et la seule solution possible, c'est celle que les peuples vont construire eux-mêmes pour eux-mêmes. Et donc avec l'idée du temps, en sachant que puisqu'il n'y a pas de théorie, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de solution non plus par les armes, mais par la politique. Et ça va être qu'avec l'expérience et la mise en pratique, et donc la possibilité d'accepter qu'il va y avoir peut-être plusieurs chemins, plusieurs voies, peut-être aussi des erreurs qui peuvent être commises. Et donc les zapatistes se sont soulevés en ne sachant pas où ils allaient. C'est-à-dire qu'ils se sont soulevés en 94 en déclarant la guerre. Ça a créé quand même un événement majeur dans le monde entier, puisqu'on s'est dit, ah oui, effectivement, il faut une alternative au capitalisme. Là, il y a peut-être une issue. Et ils l'ont dit eux-mêmes, on s'est soulevé en sachant qu'on ne verra probablement pas le changement. C'est-à-dire qu'ils se soulèvent pour essayer de créer autre chose. Cette autre chose est en mouvement, en construction, sans théorie, avec des principes plutôt. C'est-à-dire des principes de base auxquels on s'attache et avec lesquels on essaye de tisser quelque chose d'autre et de nouveau. Et donc il y a tout ce temps que les zapatistes ont pris, en tous les cas, donc pour s'organiser en amont, puisqu'on les a découverts le 1er janvier 94, après 10 ans de rencontres dans la clandestinité, donc comme on dit souvent, c'est-à-dire rencontres entre des guerrilleros qui étaient en fuite, puisque c'était l'époque de la guerre sale au Mexique, et donc en fuite au Chiapas à la rencontre d'indigènes, eux-mêmes en train de se défendre contre les grands propriétaires terriens. Et donc ça a été 10 ans de rencontres. Et les zapatistes se sont dit, bon là il faut prendre une initiative, puisque c'était le traité de libre-échange, la réforme de l'article qui avait été l'acquis de la Révolution et permettait la propriété sociale des terres, si on peut dire, une catégorie qui n'existe pas véritablement en France, puisque donc il y avait avec la Révolution la propriété privée, la propriété nationale et la propriété sociale. Et donc là, la réforme de cet article 27, qui était une condition à l'ALENA, permettait donc de pouvoir vendre des terres qui étaient de propriété sociale. Donc il y a eu ce soulèvement avec la volonté de créer un choc, un nouveau contexte social dans lequel une brèche est ouverte, et là où tout le monde va pouvoir éventuellement ou pas, c'était le pari des zapatistes, de créer un choc pour que les gens se mobilisent, en sachant pas ce qui allait arriver derrière. Et moi je dirais qu'il y avait aussi un petit peu ce que disait Miguel tout à l'heure, c'est-à-dire que la tentative sans savoir ce qui va venir derrière, et je pense qu'il y a aussi tout ce 23 ans d'expérience qui a suivi, qui a été exactement celle-là, c'est-à-dire que tout le monde se lance dans des expériences en sachant qu'un jour il y aura peut-être la possibilité de créer quelque chose d'autre qui marquera la rupture. Et donc c'est ce que les zapatistes ont appelé, quoi, donc les Mexicains, avec les différentes catégories qu'on a pu dire, c'est-à-dire transgenres, étudiants, femmes, ouvriers, intellectuels, et à chacun s'organiser. Et donc l'une des premières figures qui a émergé après le soulèvement zapatiste, ça a été le Congrès national indigène, qui a été créé à l'initiative des zapatistes, et qui donc est un espace
la maison des peuples indigènes, on peut dire, un espace dans lequel les communautés indiennes de toute la République sont invitées à se rencontrer, à discuter et à s'organiser, à créer du lien et des ponts. Et donc ce CNI a fêté ses 20 ans au mois d'octobre, et donc a également participé aux négociations, puisque quand les apatistes se sont soulevés et donc ensuite créé leur propre autonomie, ça a été aussi après des négociations qui avaient eu lieu avec l'État. Et ils avaient d'ores et déjà, depuis donc le départ, bien dit que c'était pas eux, les apatistes, qui allaient pouvoir décider pour tous les indigènes, mais donc qu'il fallait pouvoir discuter de nouveaux accords en regard de la figure indigène dans ce pays avec tous les autres indigènes. Donc du coup, le CNI qui s'est créé en même temps que ces négociations est un allié de poids pour les apatistes depuis le départ, puisque l'objectif, c'est pas de créer l'autonomie pour les apatistes, mais de vraiment créer une autre façon de penser et de se relationner au pouvoir, et précisément de penser la politique sans forcément avoir une théorie de l'État, à savoir on détruit l'État ou on investit l'État. Les apatistes ont laissé cette question réellement en suspens en se disant, nous, de toute façon, on construit quelque chose en dehors. Donc qu'il soit détruit ou pas, nous, on va construire quelque chose à côté, en dehors. Ce qui leur a donné aussi peut-être cette grande liberté, cette possibilité de pouvoir créer quelque chose de complètement indépendant, tout en alimentant ce face-à-face inévitable, cette confrontation à l'État répressif, opprimant, etc. Enfin, et le système qui va avec, etc. Et donc, du coup, l'intérêt, je pense, de l'autonomie, de l'autogestion qui est développée, c'est un outil, et en tous les cas aussi un espace qui est ouvert et qui laisse aussi la possibilité de rencontrer un extérieur et avec lequel les relations peuvent changer au fur et à mesure de l'expérience et du processus. Et donc le CNI, qui pendant 20 ans a donc créé des espaces de rencontre, a créé aussi des, comment on appelle ça, enfin, des sous-groupes. Enfin, il y a eu dans différentes régions, disons qu'il y a le CNI prenant toute la République du Mexique, il y a eu des commissions, tu veux? Ouais. Des coordinations locales. Ouais, voilà, au niveau local, donc avec des fonctionnements plus ou moins alimentés et forts dans certaines régions. Mais donc du coup, jusque-là, jusqu'au mois d'octobre 2016, c'était un espace de rencontre. Et c'est ce que les apatistes ont toujours appelé, c'est-à-dire des espaces de rencontre. Ils ont convoqué au niveau intergalactique en 96, on s'en rappelle, puis plus tard, jusqu'il y a peu, un festival de la Dignerage ou encore un séminaire contre l'hydre capitaliste. Donc ce que les apatistes proposent pour pouvoir avancer et développer un processus indépendant vis-à-vis de l'État, c'est réellement de pouvoir créer des espaces de rencontre. Et une fois que ces espaces de rencontre ont été bien remplis, il y a la possibilité éventuellement de pouvoir prendre des nouvelles initiatives. Et donc c'est précisément la nouvelle initiative que les apatistes ont proposée aux indigènes réunis dans le Congrès national indigène, c'est de créer un choc comme eux l'ont créé en 94. C'est-à-dire qu'en 94, ils sont soulevés en sachant pas ce que ça allait donner, mais en disant « ya basta, stop, il faut passer à autre chose, absolument, et pas nous seuls, il faut que les autres se mobilisent ». Et donc on sait qu'il y a eu des négociations et des accords, et puis finalement des accords pas appliqués, et que donc justement les apatistes les ont appliqués sans qu'il y ait de décret ou de loi qui permettent de justement mettre ces accords en pratique légale. Et donc là, la proposition, c'est également de créer un nouveau choc, c'est-à-dire de présenter aux élections présidentielles une femme indigène, précisément une femme, parce qu'il y a un taux de féminicide au Mexique très important. C'est une figure de lutte centrale, je crois, aujourd'hui au Mexique, et qui, dans le système patriarcal, est donc justement la première victime. Donc l'important, c'était une figure indigène, mais aussi féminine pour ce qui renvoie à tout ce qui a déjà été dit. Et donc du coup, ça crée un choc, puisque tout à coup,
personne n'y s'y attendait, puisque les zapatistes, depuis toujours, ont dit on ne prend pas le pouvoir, on laisse complètement de côté les institutions, on crée quelque chose à côté. Là, mais en même temps, ils avaient déclaré la guerre, donc créé un face-à-face inévitable. Donc là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'ils créent quelque part un espace dans lequel il va falloir confronter différentes visions. La vision de tous les candidats institutionnels, confrontée à la vision de cette candidate qui est donc en réalité la porte-parole du CNI. C'est-à-dire que le CNI a son porte-parole et c'est pas donc la candidate qui aurait donc tous ses pleins pouvoirs de décision, puisqu'on est dans une autre façon de regarder le pouvoir et la possibilité de diriger. Donc du coup, les zapatistes sont à cette initiative parce que je pense qu'ils ont beaucoup de recul, beaucoup de temps qui a été donné, et donner du temps au temps, c'est ce qu'ils ont su faire et ce qui donne à voir qu'effectivement c'est peut-être quelque chose de porteur, sachant que le CNI a donc attendu 20 ans pour pouvoir proposer quelque chose au niveau national, puisque jusque-là ça n'a jamais été une organisation politique, le CNI. C'était un espace, la maison des indigènes, et là aujourd'hui ça a vocation à devenir une organisation politique indépendante évidemment vis-à-vis des institutions, mais du coup après 20 ans d'espace de rencontre, ce que je trouve assez optimiste en disant bon, on sait bien que nous là on se rencontre, des liens se tissent pour aller où je pense que précisément peut-être qu'il faut effectivement peut-être attendre dans le fond aussi, parce que moi je crois qu'il y a un moment où viendra le moment où tout le monde sera prêt pour que quelque chose se passe, quelque chose dont on n'a peut-être pas encore idée. Donc les zapatistes ont déjà donc justement des visions déjà bien plus claires, une expérience, etc. Et donc voilà, donc, la proposition c'est de créer un choc pour pouvoir créer un nouvel espace et surtout médiatiser également et rendre visibles les communautés indigènes. Et donc par là, en réalité, se couvrir au moment où eux vont précisément présenter un conseil indigène de gouvernement. C'est-à-dire qu'ils présentent une candidate qui, ils le savent, ne sera probablement pas élue. Les indigènes eux-mêmes du CNI ont, pour la plupart, pas de carte d'identité, donc pas de possibilité de voter. Donc leur candidate ne va pas pouvoir être élue par eux-mêmes. Les voix qu'elle aura, ce sera probablement donc des gens qui ne font pas partie du CNI, en partie. Mais l'objectif n'est pas le pouvoir, ils l'ont déjà dit. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir participer au débat national et de se couvrir aussi, puisque eux ont une proposition à faire qui n'entre pas dans ce débat institutionnel, enfin dans l'espace institutionnel, puisque c'est de créer un conseil indigène de gouvernement indépendant et au niveau national. Peut-être tu peux parler un peu plus sur ce CNI. Oui, en suivant un peu l'idée, et je pourrais dire qu'exactement c'est avec cette idée de rencontrer les gens, c'est un peu suivre l'action de 2006, l'action, la proposition qu'a fait les zapatistes en 2006 qu'on appelait l'autre campagne politique. Et aussi, c'est un peu avec la même idée de rencontrer des gens de tous les pays, dans tous les pays, dans toutes les régions, et créer ce réseau et visibiliser surtout toutes les luttes visibiliser toutes les luttes et pouvoir faire un espace d'organisation au niveau national. Et aussi, mais je voulais vous dire que je crois que en écoutant les autres participants, aussi c'est intéressant de savoir comment les peuples indigènes, ils ont la conception plus de... on pense que c'est vraiment... il y a une manière de réfléchir, de penser la politique dans les villes, dans les mondes contemporains, où on pense que la politique c'est réservé pour les politiciens, non? Comme la politique réservée pour les spécialistes, pour
pour les gens qui sont dans les institutions. Je crois que dans les zapatistes et aussi dans les restes, dans les groupes indigènes qui participent dans les congrès nationaux indigènes, pour eux, c'est une manière de se questionner, de réfléchir, qu'il n'y a pas de spécialistes de la politique, non? Parce que là, eux, ils se rendent compte que dans leur village, c'est eux qui habitent ces terres, c'est eux qui lèvent ses enfants, c'est eux même qui produisent sa nourriture. Et alors, ils se sont dit, on n'a pas besoin de personnes qui vont venir pour nous organiser et pour nous dire comment faire les choses. Et je crois que depuis 1996, là où le Congrès national indigène est né, à partir de la proposition zapatiste, donc, comme Virginie a dit, depuis là, c'est cette pari de se dire on n'a plus besoin des politiciens, des personnes qui viennent à nos communautés pour nous dire comment faire les choses. Ils ont essayé, depuis 1996, de demander au gouvernement mexicain d'être écouté, d'avoir des espaces de dialogue, des échanges. Mais en 2003, le gouvernement, en 2003, le gouvernement a trahi des accords qu'il-même avait signés avec les congrès nationaux indigènes. Et c'est en 2003 où les zapatistes vont dire on s'en fout de si on a la reconnaissance ou pas de l'État. On ne cherchera plus la reconnaissance de l'État et on va faire l'autonomie et l'autogestion pour la voie de la pratique, non? Sans savoir la reconnaissance. Parce que les communautés, les zapatistes, ne sont pas vraiment les reconnaissances de l'État. Il n'y a pas vraiment une reconnaissance dans la Constitution du Mexique, cette reconnaissance de ce qu'on appelle la libre autodétermination des peuples indigènes, qui comprend, ça veut dire la manière de s'autogouverner et aussi de décider qu'est-ce qu'il voudrait faire avec ses terres, avec son territoire. Et bon, depuis 2003, c'est les zapatistes qui sont commencés. Et actuellement, il y a d'autres communautés, d'autres villages, d'autres peuples au Mexique, pas qu'en Chiapas, qui sont aussi dans cette voie de l'autonomie. Et à partir de 2010, 2011, 2012, 2013, il y a des communautés entières, juste pour vous donner un exemple. Il y a une communauté au centre du Mexique qui s'appelle Cherán, avec 20 000 personnes qui habitent dans ce village, où il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de police, il n'y a pas de militaires, il n'y a pas vraiment cette structure, cette pilier fondamentaux de l'État mexicain, non? Et juste pour dire que c'est les communautés zapatistes, c'est cette proposition qui sont faites depuis 1996. Et maintenant, avec cette nouvelle proposition de convoquer, de créer un conseil de gouvernement indigène qui part de toutes ces expériences depuis plus de 20 ans, non? Avec les congrès nationaux indigènes. Et là, ils sont clairs au dire que c'est pas pour chercher le pouvoir, c'est vraiment pour visibiliser, parce que vous savez qu'au Mexique, il y a des milliards de morts et des féminicides aussi. Et là, c'est pour ça la stratégie politique, non? Et pour les zapatistes, ils ont dit aussi que pour eux, en tant que zapatistes, et pour eux, cette proposition qui sont faites au Congrès national indigène, pour eux, elle est très importante, elle est au même niveau d'importance que les mêmes soulèvements armés en 1994. Parce que pour eux, ils se sont dit, ça fait 20 ans qu'on résiste, parce que, juste pour éclairer, les zapatistes, ils font partie aussi du Congrès national indigène, mais c'est pas, le Congrès national indigène, c'est pas zapatiste, c'est toute une organisation au niveau national où les zapatistes participent. Ils participent. Et ça fait plus de 20 ans que le Congrès national indigène existe. Et alors, les zapatistes, ils se sont dit, ça fait 20 ans que les CNI existent, ça fait plus de 30 ans que nous, en tant que zapatistes, existons. Et on est déjà
fatigués d'être tout le temps à la défensive. Et maintenant, c'est le temps, c'est comme ils disent, c'est le temps des peuples. C'est vraiment de lancer l'offensive, c'est arrêter de se faire attaquer, de se faire emprisonner, de se faire torturer, tuer. Et maintenant, ils voient comme une manière aussi de contre-attaquer. Mais tout ça, comme Virginie a dit, vraiment de manière indépendante de l'État, cette porte-parole de ce conseil de gouvernement indigène, ça sera une candidature indépendante, non, elle ne va pas faire partie d'aucun parti politique. Alors, et aussi, elle est la représentante de plus de 500 communautés du Mexique, juste pour se donner une idée de la magnitude. Et là, actuellement, le congrès indigène des gouvernements, il est déjà conformé avec plus de 80 délégués, comme ils s'appellent, des représentants de chaque région du Mexique. C'est vraiment une proposition qui a choqué, qui a vraiment fait beaucoup de réactions partout dans le monde. Et il y a eu, et c'est tout récent, c'est les mois derniers, où ils sont conformés ce conseil de gouvernement indigène. Et juste pour dire que c'est cette manière de pratiquer l'autonomie, l'autogestion, en s'oubliant vraiment de demander, d'exiger au gouvernement de se faire écouter, de se faire prendre en considération de tout ça, et à un moment de se dire c'est nous qui habitons les territoires, c'est nous qui vont décider. Et dans leur communauté, de créer ses propres autorités, ses propres policiers, ses propres policiers, entre guillemets, non, c'est des groupes d'autodéfense, d'autres termes différents. Et voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci à vous.